Ahmed Sékou Touré, École des cadres du PDG. Séminaire universitaire de formation idéologique et politique, 1979. Notre conception des États-Unis d'Afrique. Révolution démocratique africaine RDA. Numéro 136 décembre 1979. Conakry, République populaire révolutionnaire de Guinée. Deuxième thème, notre conception des États-Unis d'Afrique. Conception des États-Unis d'Afrique. L'histoire, ce n'est pas une accumulation ou une juxtaposition d'intentions. L'histoire, ce sont les faits, les secrets et leurs connexions. L'histoire est une continuité d'actes, d'actions, de relations entre ces actes et ces actions. Elle obéit partout et toujours à la loi de la continuité, n'admettant aucun vide dans son déroulement, aucune rupture dans son processus. Même quand il y a des sauts qualitatifs, c'est toujours dans le cadre de ce processus historique. Comme ce développement se déroule indépendamment de la volonté de l'homme, celui-ci, au sein du peuple, doit, autant que possible, en maîtriser les lois. Cette attitude vis-à-vis du déterminisme objectif des lois historiques doit se traduire en constance du peuple dans l'accomplissement de son devoir envers lui-même, tout comme elle doit se traduire dans la détermination de l'homme face à son devoir. Et cette attitude n'est possible que si, par surcroît, l'on a la volonté de réaliser, vaille que vaille l'objectif que l'on a décidé d'atteindre. Un tel programme requiert des principes moraux pour guider la conduite des masses, principes sans lesquels, évidemment, il n'y a tout au plus qu'un ramassis d'hommes, mais évidemment pas de peuple. Forgés au cours de l'histoire, ces principes fondent la personnalité d'un peuple, spécifient son rôle dans la domination de la nature et dans la maîtrise des faits de l'histoire. Ce sont ces principes qui permettent l'identification d'un peuple responsable. Aussi, parler des États-Unis d'Afrique, c'est d'abord envisager des principes devant guider la formation d'une unité d'autant plus importante qu'elle concerne tout un continent. L'idée de l'unité de notre continent bénéficie incontestablement et naturellement de l'adhésion unanime de tous les Africains. Mais sur les démarches conduisant à cette unité sacrée apparaissent malheureusement bien vite les divisions les plus profondes. D'aucuns pensent que c'est l'économie qui fera l'unité. D'autres estiment que c'est la communauté culturelle qui fondera l'unité. Nous pensons, pour notre part, que deux pays peuvent être de même culture, de même langue, sans pour autant être unis. Deux groupes ethniques de même langue et de mœurs communes peuvent ne pas être unis. De même, deux pays peuvent être confrontés aux mêmes problèmes économiques sans cependant être unis, car l'unité suppose la confiance mutuelle, le respect mutuel, la solidarité intransigeante. L'unité, c'est la volonté de vivre ensemble, de réaliser des objectifs communs, d'être et de demeurer solidaires face aux exigences de l'histoire. En effet, s'agissant même de deux jumeaux, l'un ou l'autre a sa personnalité propre, son goût propre, ses inclinations individuelles. C'est dire que l'unité n'est possible que dans la mesure où d'abord les personnes associées se sentent respectées et assurées dans leurs intérêts, dans leur dignité, et où elles sont déterminées à rester solidaires dans l'action concrète et dans la pensée devant les événements de l'histoire. Nous pensons, en ce qui nous concerne, que c'est sur cette base que nous pouvons construire un avenir de solidarité entre les peuples africains. Au demeurant, pourquoi ne pas puiser dans l'histoire des leçons de notre passé? Nos grands-parents étaient unis. Ce sont les colonisateurs qui, pour les dominer, les avaient divisés, les avaient modelés selon leur conception de la vie, selon leurs intérêts. Ainsi, les barrières qui n'existaient pas avant se dressent maintenant entre nos différents États. Mais nous devons savoir que ce système inique imposé à nos grands-parents n'a jamais été ni souhaité ni accepté par eux.
Nous héritons de situations complexes et préoccupantes. Chacun des États africains confrontés à des problèmes très graves voudrait cependant normaliser sa vie, équilibrer son économie, dynamiser son développement. Or, la recherche de solutions adéquates à ces problèmes et la réalisation de ces objectifs, l'expérience ne l'a que trop prouvé, repose nécessairement sur un certain nombre de préalables qui, si variés soient-ils, se ramènent à la question fondamentale de l'unité d'action, fondée sur une participation active et solidaire de l'ensemble des États africains à la réalisation de l'équilibre économique, culturel, social et politique de l'Afrique. Mais que constatons-nous? Nous constatons que nous, Africains, nous n'exploitons pas encore en commun nos moyens, nous ne conjuguons pas encore nos efforts dans le sens de la réalisation de notre unité. Ne pas disperser nos moyens, faire converger nos efforts, telle est la voie sans laquelle ce développement harmonieux auquel chacun des peuples africains aspire sera aléatoire. C'est pourquoi les mêmes forces hostiles à notre unité continueront à agir sur nous pour nous détourner de l'unité, parce qu'elles n'ont évidemment pas intérêt à ce que nous puissions refaire notre équilibre historique et social d'hier, celui-là justement qu'avaient fondé nos aïeux, nos grands-parents, et que nous reprenions grâce à cet équilibre dynamique. Si par exemple une puissance étrangère se sent bien implantée en Guinée, alors qu'elle n'a aucune racine dans un autre pays africain, elle n'aimerait ni ne souhaiterait entre la Guinée et ce pays une unité qui mettrait en cause à coup sûr sa domination sur la Guinée. Inversement, si une puissance est très bien implantée dans cet autre pays africain et n'a pas de racines en Guinée, pour les mêmes raisons, cette puissance craindrait tout rapprochement entre ce pays africain et la Guinée. C'est dire que l'unité de l'Afrique passe nécessairement par l'établissement d'un programme commun, une entreprise à laquelle les États africains sont solidairement condamnés et qui requiert un esprit de sacrifice, une volonté d'union d'autant plus constante que nous devons nécessairement neutraliser les ennemis de nos peuples farouchement opposés à cette unité. L'Afrique a son histoire. Ceux qui l'ont colonisée ont voulu sûrement la figer dans son histoire. Il y a quelques années, on nous parlait de l'Afrique au nord du Sahara, de l'Afrique au sud du Sahara, pour que jamais l'Afrique ne puisse faire son unité. Même l'Afrique dite noire, on la divisait en groupes ethniques, tout comme l'Afrique dite blanche. Heureusement, le génie créateur existe en chaque peuple, la sagesse existe en chaque peuple, et la volonté d'être digne réside en chaque homme partisan du triomphe de la raison historique des peuples. Les hommes d'Afrique, comprenant le manège, ont ainsi perçu à leur tour la nécessité de se frayer un chemin de grandeur qui nous a permis d'abord de reconquérir l'indépendance de nos pays et ensuite de nous rassembler au sein d'une organisation continentale, l'OUA, fort heureusement créée en son temps pour agir de concert, dans le sens de réhabilitation de notre continent, l'Afrique. La première tentative d'unité africaine fut celle consacrée à Casablanca dans le document dit « Charte de Casablanca », adopté le 31 décembre 1960. Elle a ouvert la voie à l'organisation de l'unité africaine née à Addis Abeba le 25 mai 1963. Depuis cette date, que de chemin parcouru, l'Afrique est donc en marche. Elle marche avec persévérance, elle marche avec la certitude de triompher, elle marche avec la volonté de réussir à atteindre ses objectifs. Cette marche, l'impérialisme veut la juguler, le capitalisme veut la compromettre, les racistes veulent y mettre fin. C'est à nous, Africains, qu'il revient de nous laver des injures que nos grands-pères, nos pères et nous-mêmes avons ensemble et tour à tour subies. Nous devons nous laver de ces grossièretés en prouvant, comme les autres peuples que Dieu a fait de nous, Africains, des hommes et des peuples dotés de facultés intellectuelles et morales qui différencient l'homme de la bête.
nous devons assumer toutes nos responsabilités et ce faisant, sur le sol d'Afrique, nous aurons prouvé à ceux qui nous avaient méprisés qu'ils s'étaient lourdement trompés dans leur désir utopique de pouvoir changer la nature humaine de l'Africain. En assumant nos responsabilités dans l'unité retrouvée, nous indiquerons à l'ennemi que l'Africain, en effet, est l'égal de l'original de n'importe quel autre continent du globe. Il le prouve déjà au sein de l'OUA par le dévouement de ses cadres africains. Cette preuve magistrale de la maturité de l'Africain est désormais une constante qui pèsera de tout son poids dans la détermination des faits historiques. Et demain, avec dignité, l'Africain pourra fixer n'importe quel homme dans les yeux, fier qu'il sera d'avoir apporté sa contribution efficace à la civilisation universelle, au progrès de l'humanité, et ce, par la lutte et dans la lutte. Notre charge permanente et combien sacrée doit être la lutte. L'Afrique, c'est plus de 400 millions d'hommes au passé brillant qui a connu une éclipse historique caractérisée par la domination étrangère. L'Afrique, c'est plus de 400 millions d'hommes qui ont enfin choisi leur chemin, qui savent maintenant où ils veulent aller. Certes, ce qui leur manque, ce sont les moyens matériels. Mais les moyens de l'histoire, c'est l'homme, sa conscience. Dieu merci. La plupart d'entre nous, du moins, ont maintenant conscience de l'aliénation que nous avons subie, des causes du retard de notre continent par rapport aux autres continents. Nous avons conscience de notre état d'exploitation. Nous avons conscience de ce que cet état, le nôtre, ne peut être changé, qualitativement transformé, que par nous-mêmes, par notre lutte et par les sacrifices que nous devons consentir. Si aujourd'hui nous nous décidons à accepter ces sacrifices pour la libération de la patrie et l'avènement d'une ère de prospérité pour nos peuples, alors nul doute que nous nous orienterons et marcherons sûrement vers l'unité concrète. Cette unité ne se fera pas sans une marche ascensionnelle à organiser, doublée de la nécessité perçue par chacun de rester fidèle aux objectifs choisis. Réaliser une telle unité, c'est nous élever d'une phase de notre existence à une autre phase éminemment supérieure. Ce changement requiert de nous beaucoup d'efforts, efforts de liquidation de tout chauvinisme qui nous habite encore, efforts d'abandon de certains intérêts égoïstes en faveur des intérêts supérieurs de nos peuples. Nous devons maîtriser notre espace, le mettre en valeur, car personne ne le fera convenablement à notre place par humanisme. Nous devons également utiliser le temps qui s'écoule, qui n'attend personne parce qu'il est le contenant même de la vie, car l'utiliser pleinement, ne pas le perdre, c'est l'employer à des œuvres utiles, à la conquête des valeurs de progrès. Et il ne peut y avoir de valeurs de progrès que par rapport à l'histoire, par rapport à la société, toute valeur étant essentiellement historique et sociale. C'est donc en œuvrant à la promotion de nos peuples, en œuvrant à la réalisation du devenir commun, qu'alors nous pourrons utiliser valablement le temps. Nous devons donc nous décider à accélérer notre marche sur la base de nos conditions spécifiques, exploiter les grandes chances que la nature offre à l'Afrique, car la réalisation de l'unité de l'Afrique est une véritable révolution que nous devons engager, d'autant que nous sommes conscients de notre retard sur les autres dans certains domaines et que s'impose à nous la nécessité de l'unité réelle et rigoureuse pour combler ces retards. Nous devons donc nous engager résolument dans cette révolution pour et dans laquelle nous avons tout à gagner. En unissant nos efforts, elle nous permettra, dans un temps très bref, de nous hisser au niveau de développement matériel acquis par les autres peuples dits développés, tout en qualifiant ce qui fait notre humanisme. En rationalisant nos comportements et nos actes, en privilégiant nos peuples, en faisant de l'ensemble de nos peuples notre référentiel, la révolution africaine nous permettra de passer de cette révolution unitaire à la révolution démocratique africaine. Le triomphe de cette révolution que nous imposent les peuples d'Afrique, cela implique aussi un comportement conséquent
des dirigeants africains, lesquels seront d'autant moins enclins à la tricherie face aux exigences et à l'évolution de leur peuple, à leurs aspirations pour la liberté et la responsabilité, qu'ils se confondront avec ces peuples pour réaliser que les moyens fondamentaux et essentiels de notre promotion humaine, c'est bien nous-mêmes, en décolonisant notre esprit pour nous permettre ensuite de décoloniser les choses. C'est notre mentalité qui doit être rajeunie et renouvelée pour nous doter d'une attitude dynamique face aux problèmes à résoudre. Nous ne devons plus nous considérer et nous comporter avec un certain complexe d'infériorité par rapport aux autres peuples. Nous devons faire montre de responsabilité. La vraie indépendance pour l'homme et pour le peuple réside dans la responsabilité que l'homme assume, que le peuple assume en même temps. Un peuple irresponsable de son destin est un peuple réellement esclave, même s'il ne traîne pas de chaînes matérielles qui lui retiennent les bras et les pieds. Il est esclave, enchaîné par la plus atroce des chaînes, le sentiment d'infériorité, d'impuissance et d'angoisse à l'égard de son avenir, de son propre devenir. C'est pourquoi la première révolution doit être opérée en nous d'abord et sur nous. Nous avons nos défauts, certes, et que nous devons connaître. Nous devons faire sans complaisance l'inventaire de nos insuffisances, nous connaître, nous situer dans nos possibilités réelles, nous identifier et avoir le courage de lutter contre nous-mêmes, sur nous-mêmes et autour de nous. Si nous voulons donc engager l'Afrique dans la voie d'une révolution démocratique pour la promotion de sa vie économique, politique, idéologique et culturelle, il faut que nous acceptions résolument la lutte, le combat quotidien pour l'unité africaine. Il faut, pour cela, que nous ayons dans la pensée et dans l'action cette vertu cardinale de l'homme digne, de l'homme progressiste, de l'homme de l'histoire, la constance. Il nous faut rester constants, car la versatilité avilit l'homme, l'inconstance des positions disqualifie et vulgarise un État. Quand on a décidé d'une action, il convient de l'accomplir. L'homme qui se respecte et qui veut qu'on le respecte n'admet pas de contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, sachant bien qu'il sera jugé en fonction de la conformité de ce qu'il a dit avec ce qu'il a fait. Autrement dit, le jugement le plus objectif est fondé sur le comportement. Si l'homme peut travestir sa pensée en parlant, l'acte qu'il accomplit traduit effectivement, objectivement, sa nature, la nature de ses choix, la nature de ses options. C'est dire encore que nous devons rester constants et faire montre de courage. Si nous prenons des décisions en toute indépendance et en toute liberté, nous devons être constants dans l'exécution de ces décisions pour assumer effectivement notre indépendance. Cette constance dans la pensée, dans le comportement, dans l'action, nous permettra de consolider chaque jour davantage nos acquis, de conquérir un jour du nouveau. Les exigences de l'histoire sont sans cesse et de plus en plus contraignantes. En effet, aujourd'hui, elles sont d'un poids plus lourd qu'hier et demain, elles seront d'un poids plus lourd encore qu'aujourd'hui. La nature de l'accroissement constant de la liberté et de la responsabilité, c'est dans les dimensions multiples et la transcroissance de la personnalité que nous voulons reconquérir. Chaque victoire d'un peuple d'Afrique s'enregistre dans la somme des victoires de tous les peuples d'Afrique. Chaque défaite d'un peuple d'Afrique vient diminuer d'autant la somme des acquis de tous les Africains. C'est pourquoi chaque pays d'Afrique doit s'engager à l'édification et contribuer honorablement à la construction du bonheur de nos peuples. Les aspirations africaines sont bien connues. C'est pourquoi, depuis 1963, nous avons jeté les bases de l'unité de nos peuples. Dans cet ordre d'idées, il faut bien retenir que l'OUA n'est nullement un syndicat de gouvernement, un syndicat de chefs d'État. Ce n'est pas sur le choix de tel ou tel régime que la participation à l'OUA a été déterminée par les États membres.
L'OUA, c'est l'expression d'une nécessité historique pour l'Afrique, la nécessité d'unir tous les États africains, quels qu'ils soient. L'OUA n'est la propriété des chefs d'État ou de gouvernement. L'OUA, c'est l'instrument de l'évolution dynamique, harmonieuse et rapide des peuples d'Afrique, l'instrument de défense des intérêts africains, l'instrument d'édification de l'avenir africain. Tous les régimes y sont représentés. Les uns sont des royaumes, d'autres des républiques bourgeoises, et certains ont proclamé la révolution ou le socialisme. Toutes les options politiques et idéologiques et tous les types de gouvernement se retrouvent dans l'OUA. C'est cela que veut l'Afrique, et nous ne devons pas considérer nos différences comme des points de friction, comme des raisons d'antagonisme. Nous devons comprendre, au contraire, que ces différences doivent être des facteurs d'enrichissement. En restant loyaux les uns à l'égard des autres, les dirigeants africains découvriront qui avance plus rapidement que l'autre, et du résultat attesté par le choix, par l'attitude face aux problèmes communs qui nous préoccupent tous, se révélera éloquemment la meilleure voie qui est celle-là et non celle-ci. Nous nous serons ainsi entraidés. C'est pourquoi les gouvernements africains doivent comprendre que tout devrait nécessairement les unir et que rien ne doit les diviser. Ils ne doivent pas accepter que se glissent entre eux des rapports d'orgueil, des rapports d'inégalité. Aucun État ne doit se dire « je suis le plus peuplé ou le plus riche ». Qu'il soit le plus peuplé ou le plus riche, face à l'impérialisme, il ne peut certainement pas, à lui tout seul, libérer l'Afrique. C'est notre unité à nous tous qui parviendra à une telle victoire. Si nous sommes tous unis, si nous donnons à notre continent la personnalité qu'il veut et doit reconquérir, chacun de nous apportant à l'action commune la part dont il est capable, dès lors, la somme des actions sera supérieure à l'action de chacun de nous et nous permettra ainsi finalement de neutraliser l'adversité des forces de résistance à l'unité africaine pour nous développer tous ensemble de façon harmonieuse et équilibrée et au profit de chacun de nos peuples unis. La nécessité première, c'est notre unité. Nous devons tout faire pour la fonder sur des bases solides. Mais ce n'est pas l'unité pour l'unité, c'est l'unité qui a une finalité active, dynamique, l'unité pour le progrès de nos peuples. En perfectionnant les rouages, les institutions de l'OUA, nous l'adapterons aux exigences transcroissantes de la défense et du développement de la personnalité et des intérêts moraux et matériels du continent africain. C'est pourquoi nous devons nous féliciter d'avoir créé à temps l'OUA et d'avoir ainsi organisé la lutte de libération, de l'avoir amplifiée et d'avoir organisé l'aide aux combattants de la liberté. Depuis la création de l'OUA, en effet, une vingtaine de pays sont devenus des États indépendants. Il reste quelques pays africains encore asservis, quelques zones de domination étrangère que nous avons le devoir de libérer du carcan de l'exploitation et de l'oppression pour qu'ils recouvrent à leur tour le droit de vivre dans l'indépendance et dans la dignité, d'assumer la totalité de leurs responsabilités en tant que nation libre, indépendante, tant sur le plan africain qu'international. Comme nous l'avons dit, la liberté des pays qui sont indépendants n'est pas effective tant qu'il existera des pays d'Afrique encore sous domination étrangère. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour que cesse cette domination. Quelles que soient nos difficultés, nous ne devons pas transiger avec nos devoirs vis-à-vis des combattants de la liberté. D'ailleurs, s'ils tombent tous les jours, c'est pour nous permettre de vivre en recouvrant ce qui nous manque aujourd'hui, à savoir la totalité de notre dignité en tant que peuple d'Afrique et hommes d'Afrique. Ainsi, nous ne voulons plus être objet de l'histoire, mais sujet de l'histoire, et nous ne devons plus laisser les autres se prononcer sur les problèmes africains à notre place, en nous contentant seulement de nous réveiller le matin pour leur emboîter le pas. Non.
L'OUA n'a jamais discuté des problèmes américains pour les Américains, des problèmes européens pour les Européens. C'est pourquoi, si les autres étudient les problèmes qui conditionnent leur devenir, nous avons le devoir, nous, peuples africains, de jouer notre rôle pour nous-mêmes. Nous ne devons plus suivre ce que les autres voudraient nous dicter. Nous devons faire montre de responsabilité, car c'est à nous de concevoir, à décider, à appliquer tout ce qui peut ou doit, directement ou indirectement, influencer positivement notre destin. Voilà la responsabilité qu'ont à assumer les dirigeants africains et que l'OUA, grâce à son cadre unitaire, leur permettra d'assumer avec efficacité. C'est cela véritablement la révolution. Certains étrangers divisent les dirigeants africains en révolutionnaires et en non-révolutionnaires, en extrémistes et en modérés. Nous estimons, quant à nous, que tous les pays membres de l'OUA, travaillant dans le même sens du progrès africain, dès l'instant qu'ils ont adhéré à la charte de l'OUA, qui condamne l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme, et qui engage la lutte pour la personnalité et le progrès de l'Afrique, dès l'instant aussi qu'ils sont déterminés à respecter et à appliquer cette charte, ils sont des révolutionnaires. C'est cela la révolution démocratique, car la logique d'un tel cheminement, ce sont les peuples, nos peuples au pouvoir. Évidemment, si tous les pays africains sont engagés dans le même combat, s'ils doivent aller tous vers un même objectif, les moyens comme les voies, cependant, diffèrent. Les uns sont plus engagés et avancent plus rapidement que les autres. Le rythme de la marche les différencie. Mais l'identité d'option de nos peuples pour l'unité, l'identité de leur volonté de bonheur et de liberté, l'identité de finalité qu'ils assignent à nos luttes et à nos sacrifices doivent faire de nous, dirigeants actuels des États africains, des générations de révolutionnaires africains, des hommes œuvrant au changement qualitatif libérateur de l'Afrique, pour autant que nous sommes et serons sincères et conséquents. Et dans cette optique, la révolution politique doit précéder la révolution dans les autres domaines. Non seulement sans elle, il n'y a pas de prise de conscience nationale et encore moins continentale, mais aussi elle ordonne obligatoirement les activités révolutionnaires dans d'autres sphères de la vie et, en premier lieu, la sphère économique. La révolution économique exige l'adaptation de nos structures aux impératifs d'un développement rapide de nos peuples. La révolution économique exige l'utilisation commune de nos moyens pour résoudre nos problèmes collectifs. La révolution économique veut que nous ne laissions plus aux étrangers le soin de fixer chaque année, au mieux de leurs intérêts, les prix auxquels ils achèteront notre café, notre bauxite, nos minerais de cuivre, de fer, etc. De telles exigences ne peuvent être respectées sans un changement de mentalité politique. Il nous appartient de déterminer les prix de nos produits. Or, aujourd'hui, c'est plutôt l'acheteur qui fixe les prix des produits que l'Afrique doit nécessairement lui vendre. C'est l'acheteur qui fixe les prix des marchandises manufacturées qu'il vendra à l'Afrique. Dans ce cas, où est alors notre liberté? Où est notre indépendance? Et nous voulons donner à l'indépendance de nos pays sa véritable signification, son contenu vrai. Nous devons reconquérir ce droit considérable et contraignant, celui de créer les biens matériels, d'être maître de ces biens, de pouvoir les gérer, les développer en fonction de nos intérêts. Nous ne devons plus admettre une quelconque aliénation s'agissant du fruit de notre travail, de notre sueur quotidienne. Et cette révolution s'impose à nous, car même si l'on convient qu'il existe en Afrique des nations puissantes sur le plan économique, financier, il reste que ces nations sont encore faibles et pauvres dans la mesure où elles n'ont pas encore reconquis le droit de fixer les prix des productions qu'elles vendent à l'étranger. Ce droit est sacré
et il est du devoir et du droit des peuples exploités de se réhabiliter désormais en refusant tout système d'aliénation, toute pratique d'exploitation, en s'imposant comme producteurs gérant leurs propres affaires. Ces droits, si nous nous faisons le devoir de les conquérir et si nous y parvenons, les sorties hypocrites sur les droits de l'homme et les diversions subtiles qu'elles représentent n'auront plus d'effet. La liaison organique entre les droits de l'homme et ceux du peuple réside dans cette conquête d'être et de devenir de l'Afrique. Pour qu'il y ait l'ombre, en effet, il faut bien un arbre, une maison, bref, un objet qui la projette. Pour que l'homme puisse jouir de tous ses droits, de toutes ses libertés, il faut que le peuple se libère de toutes les entraves empêchant son évolution historique. C'est pourquoi la conférence des chefs d'État ou de gouvernement de l'OUA, décidée à Monrovia et qui sera consacrée exclusivement à la promotion économique du continent, doit être essentiellement préparée avec le plus grand sérieux. Nous devons aborder cette question avec une conscience aiguë et avec détermination pour vaincre les forces de résistance aussi bien à l'échelle du continent qu'à l'échelle internationale. L'indépendance politique reconquise reste toujours menacée quand elle ne conduit pas au développement économique dans la souveraineté politique. L'une des responsabilités que l'indépendance politique nous confère est celle de promouvoir le développement économique permettant à nos peuples de vivre libres et non plus de survivre au crochet d'une quelconque puissance étrangère. D'ailleurs, quelle serait la valeur du moyen quand l'objectif n'est pas atteint? La révolution politique est bien un moyen indispensable, la condition première de l'indépendance. Cependant, elle demeure une réalité sans mordant efficace si elle n'est pas suivie de la révolution économique. Ainsi donc, sur le plan de l'économie et face à l'impérialisme, pour nous, nations africaines, l'alternative est claire. Ou nous nous développerons solidairement, ou nous ne nous développerons pas du tout. C'est là une loi historique, une nécessité objective que nous devons assimiler dans son contenu et sa finalité. Il nous faut aussi chercher à accroître les facteurs du développement économique. Il nous faut maîtriser de plus en plus la science, la technique, la technologie qui sont les facteurs dynamiques de développement économique. Bien que ces facteurs relèvent de la culture, leur objet est d'ordre économique. La révolution économique doit s'amplifier, elle doit nous animer, nous entraîner pour que nous soyons tous convaincus de la nécessité impérieuse de nous entraider. Malheureusement, quand tel ou tel pays africain traverse des crises économiques ou financières pouvant mettre en cause sa souveraineté et sa dignité, d'autres demeurent indifférents quand leur gouvernement n'en rime pas sous cap. Ces pays victimes des perturbations provoquées sont souvent obligés de s'adresser à l'étranger pour demander une aide qu'ils pouvaient facilement obtenir sur le continent africain même. Les dirigeants africains doivent comprendre les nécessités de l'histoire et s'y conformer pour préserver la dignité de chacun des États africains. Et s'ils veulent réellement s'aider mutuellement dans le cadre bilatéral ou multilatéral, les chefs d'État africains doivent se dire la vérité, reconvertir leur mentalité propre pour se considérer chacun comme responsable moralement de l'équilibre, du développement et du bonheur des peuples africains dans chacun des autres États, en acceptant ainsi les observations, les conseils éventuels de chacun des autres chefs d'État. Ainsi, s'ils constatent des insuffisances graves dans le fonctionnement de leurs États respectifs, ils ne doivent pas se taire. Ils doivent se conseiller réciproquement en faisant observer que telle et telle démarche sont mauvaises pour le peuple et qu'il faut les abandonner ou les modifier. Ces exemples de solidarité agissante, en raison même de l'objectif visé, ne peuvent en aucun cas être considérés comme une immixtion dans les affaires intérieures d'un pays.
L'expérience des uns servant aux autres, les États africains, les gouvernements africains, pourront alors accélérer la marche de l'Afrique et la perfectionner. Un tel comportement, c'est déjà un début d'actualisation de la volonté de réaliser l'unité africaine. L'unité économique de l'Afrique sera une révolution économique. Mais la révolution économique n'est possible que quand elle a pour support la révolution culturelle, la révolution idéologique, car c'est l'esprit qui fait l'homme. Certains animaux ont plus de force physique que l'homme, mais si les hommes leur sont supérieurs, c'est en raison de l'esprit, de la conscience dont ils sont dotés. C'est pourquoi nous devons tout faire pour renouveler notre esprit, le rendre plus dynamique, le libérer de ce qui entrave aujourd'hui, son épanouissement constant, le libérer des conceptions archaïques, du tribalisme, du régionalisme, de l'égoïsme, du fétichisme. Il faut que nous sachions que, devenus artisans essentiels de la promotion de l'Afrique, les qualités socio-humaines que nous pourrons acquérir se transformeront en acquis économiques de plus en plus grands. La culture africaine doit être développée. Nous devons développer nos langues africaines et dans chacune de nos nations, en faire des langues de la science, de la technique et de la technologie. Les résultats que nous avons obtenus en Guinée dans ce domaine attestent à suffisance la justesse de notre option. Il nous faudra un jour choisir des langues africaines imposées par l'histoire, les nécessités pratiques, pour en faire des langues continentales. Nous pensons qu'il faut nous libérer de l'aliénation culturelle qui est la plus grave agression que l'Afrique ait eu à subir. À cet égard, le manifeste culturel d'Alger et la charte culturelle de l'Afrique doivent être suivis, respectés et appliqués. Évidemment, c'est là un choix. Tout le monde n'est pas obligé de faire comme nous. Mais nous verrons au bout du chemin quel est le choix qui accélère ou paralyse l'évolution sociale. En tout cas, nous réaffirmons que nos valeurs culturelles sont à réhabiliter. On dira, mais nos langues ne sont pas riches. Aucune langue ne naît riche et complète. C'est la pratique qui l'enrichit. La culture obéit à une mathématique spéciale, socio-humaine. Quand, par exemple, je dépense une partie de l'argent que j'ai en poche, mon avoir diminue, mais quand j'use de ma culture, elle augmente. Pour développer la langue, il faut la pratiquer, la parler et l'écrire. Dès qu'on cesse de la parler, on la perd. On ne l'économise pas. La culture, on la perd quand on ne la consomme pas judicieusement. Cela revient à dire que c'est encore du domaine de nos responsabilités que de valoriser nos richesses culturelles. Cela nous donnera une personnalité complète et nous permettra d'organiser le progrès général dont les fruits ne reviendront pas à une élite seule, mais plutôt à toutes les masses qui constituent nos peuples. Notre conception du développement doit être une conception de masse, parce que la caractéristique évidente du moment que nous vivons, c'est le passage de la civilisation d'élite à la civilisation de masse. Nous devons préciser ici que nous entendons par civilisation de masse non pas une situation de conditionnement des individus ou une exploitation mercantile des bas instincts de l'homme, mais une accession des peuples à la culture libératrice. C'est pourquoi, au regard de cet objectif, préparer les masses, les éduquer, les former, c'est aussi et surtout préparer réellement l'avenir de nos nations. Ainsi, nous devons nous compléter. Nous voici en mesure de parler des États-Unis d'Afrique en insistant sur la nécessaire complémentarité de nos économies. Il faut que nous sachions organiser en conséquence l'émulation entre nous. L'émulation entre nous, ce n'est pas l'étalage de nos richesses, c'est plutôt ce que nous faisons des moyens dont nous disposons. C'est la signification socio-historique de nos actes et de notre comportement. Pour nous donc, ce ne sont pas les acquis matériels conquis par telle ou telle nation qui nous importent, c'est notre devenir commun face à la défense des valeurs africaines,
face aux problèmes africains à résoudre. Voilà qu'à partir des critères sélectifs et opportuns, basés sur l'apport et les réussites des uns et des autres dans l'histoire africaine, nous saurons organiser l'émulation qui, en fin de compte, nous permettra de nous compléter, de nous confondre en une communauté unique, en une seule personnalité, celle exprimant une patrie identique commune, l'Afrique. Nous devons organiser toujours mieux, perfectionner encore davantage notre marche grâce au perfectionnement des actions que nous menons dans tous les domaines. Si nous le faisons résolument et si nous faisons de chaque étape atteinte un point de départ pour une étape supérieure, alors l'unité africaine sera une réalité. Et l'OUA constitue une étape qui doit déboucher dès maintenant sur l'unité africaine concrète et réelle. L'OUA est une réalité. Elle a survécu à beaucoup d'orages et de tempêtes et elle a surmonté des embûches et des obstacles multiples. D'abord, sa création en 1963 fut un événement inattendu pour l'impérialisme qui fut en effet surpris par ce fait historique et sans précédent. Ensuite, depuis cette date, qu'elle se soit maintenue et développée en tant qu'organisation respectant son programme et la périodicité de ses assises, tout cela aussi a étonné l'impérialisme. Les États africains doivent dès lors s'en féliciter et comprendre en même temps que l'histoire est une exigence de persévérance et de dépassement dans l'action. Aussi doivent-ils, en conséquence, œuvrer au perfectionnement constant de leur outil commun qu'est l'OUA. C'est dire surtout qu'il faut de plus en plus méditer une idée d'un grand Africain aujourd'hui disparu, Loza Yefo, Dr Kwame Nkrumah, qui appelait avec insistance, lors de la constitution même de l'OUA, les chefs d'État et de gouvernement réunis alors à Addis Abeba à penser à la création d'un exécutif continental, même s'il ne doit avoir qu'un pouvoir réduit, un pouvoir limité à quelques domaines. Pensons-y dès aujourd'hui, disait-il, et mettons-nous à l'œuvre pour le créer, car on ne peut pas faire une construction sans toit. Un homme sans tête n'est pas un homme. Si nous nous félicitons pour ce qui a été réalisé dans le cadre de cette pensée du grand disparu, nous ne devons pas nous encenser. Depuis 1963, les mêmes problèmes ressurgissent à chaque session, grossissant en dimension et se compliquant au fil du temps. Chaque année, nous nous répétons. L'OUA dispose d'un secrétariat général, il est vrai, mais quelle que soit la bonne volonté de ce secrétariat, la capacité dont il fera montre et sa rigoureuse fidélité aux idéaux et objectifs que nous poursuivons. Parce qu'élu seulement pour un mandat d'une durée limitée, l'action de ce bureau n'étant pas programmée ou planifiée à long terme, il ne peut agir conséquemment, efficacement, en profondeur. Il en est de même pour le président en exercice de la conférence des chefs d'État, qui, au terme de son mandat d'1 an, est remercié et remplacé par un autre. Il ne peut donc y avoir de continuité et les expériences acquises chaque année sont ainsi perdues ou remises en cause. Or, l'histoire est une continuité se traduisant par l'action permanente, ce qui implique nécessairement l'adaptation des moyens d'action de l'homme aux exigences de continuité dans l'action. Le véritable test de viabilité de l'OUA face à sa finalité réside dans sa capacité d'adaptation à ces exigences. Or, les États africains sont parfaitement en mesure de mettre en place une équipe capable d'appréhender les grands problèmes africains et de les résoudre correctement, ce qui suggère que des principes devant éclairer la perspective de création d'un exécutif continental qui devra être viable afin d'échapper à tout risque de néocolonialisme ou de conservatisme paralysant doivent être élaborés dès maintenant. Justement, dans son essence, l'exécutif continental sera à la fois l'arme la plus efficace dans notre lutte contre l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme, système précisément conservateur,
l'outil le plus puissant dans notre lutte contre le sous-développement dans tous les domaines, et enfin l'antidote le plus efficace à tout particularisme et à tout nationalisme chauvin. Du reste, l'expérience acquise est là, déjà révélatrice de la justesse de la démarche engagée, bien qu'encore timide et insuffisante, qui s'est traduite par la mise en place d'un certain nombre d'institutions. D'abord, les 4 institutions de l'OUA, à savoir la Conférence des chefs d'État ou de gouvernement, le Conseil des ministres, le Secrétariat général, la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage, sont déjà d'un apport appréciable à la promotion de notre continent, encore que, face à ce que nous ambitionnons, elles sont bien en deçà des aspirations des peuples africains dans la recherche des solutions adéquates à leurs problèmes et dans la prise de décisions justes. Leur inefficacité, leur carence se révèlent et se manifestent surtout dans le domaine de l'exécution de ces décisions. Mais pourquoi les décisions ne sont-elles pas appliquées? Pourquoi n'y a-t-il pas de suivi? C'est que, faute d'une tête unificatrice et coordonnatrice, au fil des années, les décisions, sans être mauvaises dans leur nature et leur objectif, s'entrechoquent pour non-exécution des premières adoptées et sont rendues ainsi dans l'ensemble incohérentes et inopérantes. Et nous nous trouverons toujours confrontés aux mêmes difficultés, et ce, faute d'un exécutif continental qui aurait pour charge de traduire en actes conséquents les décisions prises par les instances de l'Organisation de l'Unité africaine. Le secrétariat général de l'OUA ne répondrait pas aux exigences découlant des fonctions qui seraient dévolues à un tel exécutif, même s'il contribuait à résoudre partiellement le problème de la continuité, parce que, de par les modalités déterminant sa composition et ses fonctions, il ne dispose pas de pouvoir exécutif. Il existe également les agences, commissions ou institutions relevant ou non de l'OUA, qu'importe. Ce sont, entre autres, 1. La Commission économique et sociale de l'OUA, 2. La Commission de l'OUA pour l'éducation, la science, la culture et la santé, 3. La Commission de défense de l'OUA, 4. La Commission du travail de l'OUA, 5. L'Union panafricaine de télécommunications associée à l'OUA, siège Kinshasa, 6. L'Agence panafricaine d'information, OUA, siège Dakar, 7. La Commission économique pour l'Afrique qui relève de l'ONU et qui s'intéresse à tous les secteurs de développement économique et social, siège Addis Abeba, 8. La Banque africaine de développement, BAD, siège Abidjan, 9. La Commission scientifique, technique et de la recherche, CSTR, siège Lagos, 10. Le Centre d'études linguistiques et historiques pour les traditions orales, siège Niamey, 11. Le Bureau linguistique interafricain, siège Kampala, 12. La Commission conjointe OUA-OMS, FAO, siège ACERA, 13. Le Bureau interafricain des sols, siège Bangui, 14. Le Bureau interafricain de recherche animale, 15. La Commission africaine de l'aviation civile, CAFAC, siège Addis Abeba, 16. L'Union postale africaine, UPAF, siège Le Caire, 17. L'Union des chemins de fer, UAFCF, siège Kinshasa, 18. L'Association des compagnies aériennes africaines, AFRAA, siège Addis Abeba, 19. La Compagnie africaine d'assurance et de réassurance, l'Africar, siège Maroc, 20. Le Mouvement panafricain de la jeunesse, MPJ, siège Alger, 21. L'Organisation panafricaine des femmes, OPF, siège Alger, 22. L'Organisation de l'unité syndicale africaine, LUSA, siège Accra. Toutes ces agences et institutions et plusieurs autres volontairement non citées élaborent des rapports, des projets et les soumettent aux sessions successives du Conseil de ministres, sans pour autant qu'aucune action concrète ne s'ensuive, pour la bonne raison
qu'aucun organe ne peut fonctionner correctement sans un moteur. De plus, divers secteurs d'activité de l'OUA étant en corrélation, l'absence d'un élément coordonnateur engendre nécessairement des actions incohérentes qui, considérées individuellement, sont cependant justes. Nous voulons démontrer par là que si les institutions et agences panafricaines ne trahissent pas le continent et que, par conséquent, les craintes sont apaisées, l'action de ces institutions et agences reste cependant stérile en raison de l'absence d'un exécutif continental effectivement responsable dans le cadre bien compris des domaines d'activité qui lui ont été prescrits. Il faut donc que les gouvernements africains se décident à créer les États-Unis d'Afrique. C'est l'objectif clairement défini dans le préambule de la charte de l'OUA, préambule que nous citons in extenso pour vous montrer, à vous jeunes, que 16 ans après la création de notre organisation continentale, tout atermoiement de notre part apparaîtra comme une carence caractérisée et une trahison des engagements que nous avons pris en signant cette charte. Le préambule de la charte de l'OUA stipule, citation, « Nous, chefs d'État et de gouvernement réunis à Addis Abeba, Éthiopie, convaincus que les peuples ont le droit inaliénable de déterminer leur propre destin, conscients du fait que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains, sachant que notre devoir est de mettre les ressources naturelles et humaines de notre continent au service du progrès général de nos peuples et dans tous les domaines de l'activité humaine, guidés par une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples et la coopération entre nos États, afin de répondre aux aspirations de nos populations vers la consolidation d'une fraternité et d'une solidarité intégrée au sein d'une unité plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales. Convaincus qu'afin de mettre cette ferme détermination au service du progrès humain, il importe de créer et de maintenir des conditions de paix et de sécurité. Fermement résolus à sauvegarder et à consolider l'indépendance et la souveraineté durement conquises, ainsi que l'intégrité territoriale de nos États et à combattre le néocolonialisme sous toutes ses formes. Voués au progrès général de l'Afrique, persuadés que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux principes desquels nous réaffirmons notre adhésion, offrent une base solide pour une coopération pacifique et fructueuse entre nos États. Désireux de voir tous les États africains s'unir désormais pour assurer le bien-être de leur peuple, résolus à raffermir les liens entre nos États en créant des institutions communes et en les renforçant. » Fin de citation. En signant la charte de l'OUA, nous nous sommes donc engagés à créer, à brève ou longue échéance, les États-Unis d'Afrique. Ce principe étant acquis, il ne nous reste plus qu'à définir les démarches réalistes et pratiques à suivre, ainsi que la méthode d'approche. Nous partirons ainsi pour construire un édifice solide de cette nécessaire charpente formée par la complémentarité de nos économies, la libre circulation des idées, des personnes et des biens, le développement solidaire de la culture, de la science et de la technique. Nous pouvons envisager les bases d'une véritable communauté économique africaine et installer, avec mission de créer cette communauté, un ministère panafricain du plan et de l'économie. Considérons nos industries. Pourquoi la Guinée produirait-elle la même chose que la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Libéria, le Mali ou le Sénégal? Pourquoi, ensemble, ne développerions-nous pas les industries de pointe qui existent au Sénégal ou au Libéria pour augmenter leur capacité de production en vue de réduire le coût de production et ainsi ouvrir les besoins de ces pays? Nous pouvons donc faire des choix appropriés pour rendre complémentaires nos activités industrielles au lieu de nous livrer une concurrence préjudiciable aux intérêts individuels de nos États et au développement économique harmonieux
du continent africain. Avec nos marchés aux consommateurs très réduits, chacune de nos nations disposant d'une microéconomie de taille insuffisante pour obtenir des produits à coût compétitifs face aux grands ensembles économiques qui existent et se renforcent dans le monde, se trouve condamnée en permanence dans le secteur de la compétition internationale. Une usine dont le volume de production est réduit ne peut tenir concurrence à une autre usine produisant 5, 10 ou 20 fois plus de marchandises à un coût de revient normalement plus bas. L'intégration économique pour l'Afrique signifie l'élargissement du marché à la sphère continentale et la possibilité de produire à meilleur coût pour le plus grand bien des consommateurs,